Avant de commencer cet épisode, j'aimerais préciser un point très important pour la suite, et je crois que commencer par lui est la meilleure solution. Je me doute que certains d'entre vous risquent de ne pas apprécier cet épisode, mais sachez que je me veux ici le plus neutre possible. J'ai bien conscience que l'absolue neutralité n'existe pas, et c'est pour ça que je n'émettrai aucune opinion durant cet épisode. Au lieu de ça, je vais plutôt vous laisser vous forger la vôtre, mais sachez néanmoins que je ne me retrouve ni dans la catégorie des fans inconditionnels de SpaceX, ni dans la catégorie des haters. Comme tout le monde, je suis hyper enthousiaste à la vue de ce genre d'image, et comme tout le monde, j'ai adoré le spectacle de l'atterrissage en simultané des boosters de la Falcon Heavy en février 2018. Sachez aussi que si, vous qui me regardez, vous vous reconnaissez dans une catégorie ou une autre, cette vidéo n'a pas pour but de vous taper dessus ou de vous agresser. Ma démarche, ici, est plutôt de mettre en avant certains comportements de la société, de sa communauté, et les problèmes que ça engendre. Le but n'est pas de dire qu'il y a ceux qui ont tort et ceux qui ont raison, mais plutôt d'un peu faire le point sur la situation. Néanmoins, comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker cet épisode si vous l'appréciez. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, on se retrouve après le générique. L'un des premiers points sur lesquels j'aimerais revenir dans cet épisode et qui, je trouve, a assez bien tendance à être un point de regroupement des autres points que je vais aborder dans l'épisode, c'est l'affaire des autorisations pour Starbase avec la FAA. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la FAA, pour Federal Aviation Administration ou Administration fédérale de l'aviation une fois traduit en français, est une agence gouvernementale américaine rattachée au département des transports. Pour la faire courte, c'est elle qui gère l'espace aérien américain, les normes dans les aéroports, mais aussi pour les lancements spatiaux et les retours sur le sol américain depuis l'espace. Elle gère aussi les eaux internationales voisines des États-Unis, mais c'est un autre sujet. Cette agence devait justement autoriser, ou non, ou sous réserve de modification du site, le site de Boca Chica pour les lancements orbitaux. L'une des étapes pour arriver aux vols orbitaux, c'était un rapport sur l'impact de Starbase sur son environnement. Et par environnement, il faut prendre le terme au sens large. Ici, il est impératif de se pencher tant sur l'impact sur la réserve naturelle qui est proche, mais aussi sur les sites publics comme la plage située non loin. Et il faut encore ajouter à cela plein d'autres aspects, comme les agglomérations qui pourraient être impactées. De façon générale, ce rapport doit contenir plein d'aspects et est donc un sujet très, mais alors là, très complexe. Le problème, c'est que les relations entre SpaceX et la FAA semblent assez compliquées. C'est triste à dire, mais les vols sans autorisation du Starship SN8 en décembre 2020 et la tendance à la provocation d'Elon Musk sur Twitter a eu comme effet secondaire d'échauffer les esprits. Attention, pas tant du côté de l'administration, mais plutôt du côté du public. D'un côté, les fans inconditionnels de SpaceX, prêts à tout pour les défendre, et de l'autre, ceux qui ont décidé de les pourrir. De cette façon, la FAA s'est retrouvée avec près de 19 000 avions traités, un par un, sur le site de Boca Chica. Ainsi, alors que le rapport devait tomber fin décembre, il est désormais attendu pour le 28 mars. Et ça met en avant une bonne partie des problèmes de SpaceX.
Une communauté qui les suit sans trop se poser de questions, comme on en retrouve d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets. Sans le vouloir, Elon Musk s'est indirectement tiré une balle dans le pied. Moins communiquer sur ces situations et ne pas se positionner en partie, entre gros guillemets, contre la FAA, ou encore inciter les gens à supporter SpaceX en ajoutant un commentaire en plus pour la FAA, aurait été un bien meilleur choix. D'autant que la FAA avait surtout besoin d'informations constructives et pas de messages de soutien ou de haine envers SpaceX. Avec un tweet ayant de telles stats, ce n'est même plus une balle dans le pied, mais un coup de lance-roquette. Ce n'était, il faut le reconnaître, pas du tout le genre d'action qui allait arranger les choses. La preuve en est. Et ça m'amène au deuxième problème de SpaceX. Elon Musk. Alors, rien qu'avec cette phrase, je viens probablement de me créer plus d'ennemis que si je vous invite à venir débattre en commentaire pour savoir si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Vous vous apprêtez donc, probablement, à mettre au point un plan pour me coller une baffe. C'est très gentil à vous, mais ce ne sera pas la peine. Alors, soyons clairs. Je respecte grandement le travail qu'Elon Musk a réalisé avec SpaceX. Même s'ils ne sont pas aussi uniques qu'on a tendance à le dire, notamment sur l'aspect de la réutilisation, et qu'ils sont loin d'avoir tout inventé, il faut avouer que les Falcon 9, comme le Starship, ont été beaucoup plus loin qu'on ne le pensait, et c'est tout à leur honneur. Mais il y a également un certain culte de la personnalité autour d'Elon Musk, et ce culte est, lui, très malsain. On en arrive à un stade où certaines personnes boivent ces paroles comme de l'eau douce, au point de s'imaginer sur Mars en 2030 des vols de Starship toutes les quelques heures, et j'en passe. Alors oui, ce sont les annonces d'Elon Musk, mais le problème, c'est que ce dernier a tendance à être beaucoup trop optimiste dans ses annonces. Si des Starships qui décollent toutes les quelques heures pour rallier différents points du globe est un scénario possible, mais très optimiste d'un point de vue technique, il faut regarder la vérité en face. Cela n'arrivera jamais. Entre l'absence totale de moyens d'éjecter l'équipage du Starship en cas d'incident de ce dernier, si j'ajoute encore à ça le défi technique titanesque que représente un tel projet, une colonie martienne, on en reparlera un de ces jours d'ailleurs, et bien d'autres, les annonces d'Elon Musk sont souvent bien trop optimistes. Elles ont surtout comme défaut de donner une fausse image de SpaceX. Une image de compagnie qui sauvera l'humanité en l'emmenant partout dans le système solaire, qui va révolutionner le domaine des lanceurs et bouleverser les réseaux Internet mondiaux avec Starlink. Dans les faits, là encore, la réalité est bien plus dure. Entre des débits promis qui n'arrivent pas, une nouvelle génération de Starlink qui piétine en attendant les vols orbitaux, dont le premier ne devrait pas avoir lieu avant avril au moins, et je ne cite même pas l'ajout de l'offre Premium, qui permet de disposer de débits allant de 150 à 500 mégas par seconde pour 499 $ par mois. Le problème, c'est qu'en pratique, ces débits sont à la limite de ce que beaucoup d'appareils, smartphones et ordinateurs en tête peuvent traiter, limités par leur disque dur et processeur. Et même si ces vitesses vont aller en s'accélérant, ces débits restent très peu utiles. De plus, avec une telle offre, SpaceX vise aussi un public relativement aisé, qui est donc aussi souvent moins impacté par les faibles connexions. Les choix d'Elon Musk et de SpaceX en matière de communication et de stratégie marketing ne sont bien sûr pas tous à jeter, mais les annonces bien trop optimistes, spectaculaires et souvent déconnectées de la réalité du terrain, tant en matière de sécurité que de faisabilité technique, et l'impact des satellites sur l'astronomie, sont hélas une grosse ombre au tableau. Mais pour un peu approfondir l'aspect financier, je vous renvoie vers le dossier sur le Starship et Starlink que j'avais sorti courant décembre,
qui reste suffisamment d'actualité pour être un bon complément, malgré une crise des Raptors qui semble enfin arriver à sa fin. Enfin, un autre point que je tenais à aborder dans cet épisode, c'est la sécurité du pas de tir orbital. Un autre petit détail, mais qui semble aussi poser problème, c'est la distance qui séparera les réservoirs de carburant de la tour de lancement, qui attrapera aussi Super Heavy à l'atterrissage. Cette proximité peut trahir une grande confiance en l'absence d'accident, qui pourrait détruire une grande partie du pas de tir. Mais seulement voilà, l'histoire nous l'a montré, parfois brutalement, mais les défaillances techniques peuvent arriver. L'absence de la prise en compte des scénarios d'accidents graves, tant dans l'absence de système d'évacuation d'urgence en vol que dans les installations au sol, trahit une grande confiance en soi de SpaceX. Et il ne faut pas écarter le risque qu'elle leur joue des tours. En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas surévaluer, rêver et glorifier les capacités de SpaceX. On peut bien évidemment apprécier à sa juste valeur son travail, mais il est important aussi de savoir que la réalité n'est jamais vraiment toute blanche ou toute noire. Nul doute que SpaceX nous réserve encore sûrement de belles surprises, et je pense beaucoup au Starship lunaire en disant ça. Mais il est aussi important de ne pas fantasmer un futur utopique, fait de colonies martiennes, de centaines de vols de Starship par an, et j'en passe. Car il y a énormément de défis à relever qui ne relèvent pas toujours de la compétence de SpaceX, et une bonne exploitation du véhicule en orbite terrestre serait déjà un énorme succès. SpaceX est loin d'arrêter de faire parler de lui, en bien comme en mal, et il est important, je crois, de savoir faire la part des choses et de garder les pieds sur terre. Sur ce, c'est ici que je vais terminer l'épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.